Donc ce soir, on va parler de Hanouka. C'est dans pas longtemps. Non, une semaine à peu près. Hein. 8 jours. 8 jours. C'est dimanche prochain. Dimanche soir prochain si je me trompe pas. Ouais. Et Blineder, la semaine prochaine, on fera aussi un cours sur Hanouka. Ok. On va aborder un sujet sur Hanouka que j'ai trouvé particulièrement intéressant, assez profond. Suivez bien. Déjà, Hanouka, dans la Gemara, Hanouka, ça arrive au même moment que la Hanoukat à Mishkan. Hanouka, enfin, c'est-à-dire ça arrive au même moment, à la même date. C'est quoi la Hanoukat à Mishkan? Qu'est-ce que ça veut dire Hanouka? Hanouka, en bon français, ça veut dire la ponte de la crémaillère. En français plus courant, ça veut dire l'inauguration, quand on inaugure quelque chose. Hanouka, c'est inaugurer. Hanoukat à Mishkan, ça a été l'inauguration du Mishkan. D'accord? L'inauguration du Mishkan. Hanouka, ça vient aussi du mot chinour, éduquer. Mais l'aspect qui nous intéresse, c'est l'aspect d'inauguration. Le Mishkan a été inauguré, on va dire, à plusieurs reprises. La première fois, ça a été où? Dans le désert. Première fois qu'on a construit le Mishkan et qui a accompagné pendant les 40 ans le clan d'Israël, ça a été dans le désert. Ouais, après la sortie d'Égypte. Mais ensuite, il y a eu d'autres fois en Israël, tant que le Beth Amikdash n'avait pas été construit par Shlomo HaMelech, le Mishkan a, à plusieurs reprises, déménagé. Il a été à Gilo, à Shiloh. À plusieurs endroits, le Mishkan a été réinauguré. D'accord? Mais à Hanouka, on parle aussi d'une inauguration. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui est inauguré, qu'est-ce qui est inauguré à Hanouka. Ouais? Vous avez compris ce que ça veut dire inaugurer, hein, en français. Quand quelqu'un emménage dans une maison, il fait une Hanouka Tabaït. C'est une fête. Au Khabba, les pizzas sont là, les gars. L'inauguration. Attendez, mais là, donc, l'inauguration d'une maison, on emménage dans une maison, on fait une fête pour remercier Hachem. Là, on inaugure le Mishkan, ok, où là, on va pouvoir commencer les korbanot, la voda du Kohen Gadol, etc. Très bien. Donc, à Hanouka, par définition, il y a une inauguration. Au-delà du, on va dire, de l'événement de Hanouka qui a été de vaincre les Yevanim, les Grecs, et de retrouver la fiole, et tous les Nissim qui se sont passés, eh bien, on inaugure quelque chose à Hanouka. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qu'on inaugure. On n'aborde jamais cet aspect d'inauguration à Hanouka. Ouais. Très bien. Dans la Gemara, dans Shabbat, Daf Kavbet Amoudbet, là-bas on dit que quand on allume la Hanoukia à la maison, alors il y a plusieurs occurrences, plusieurs situations, mais de base, on allume la Hanoukia à l'entrée de la porte. La mezouza, elle se trouve à droite, quand on entre, et la Hanoukia doit être en face, à gauche. Donc on est comme ça, entouré, quand on rentre dans la pièce, entouré de deux mitzvot. D'une part la mezouza, d'autre part la Hanoukia. Très bien. Donc, on comprend de là que la Gemara, elle sous-entend un lien. Il y a une place devant, il y a des places. Prenez les places devant. Il y a quelqu'un là? Moi, il y a deux. Ok, pardon. Donc, la Gemara, elle nous sous-entend que il y a un lien entre la Hanoukia et la mezouza. C'est quoi ce lien? Dans le Zohar, vous savez combien de fois c'est mentionné la Hanouka? Combien de fois c'est mentionné? Non. Une fois. je crois, non? Une fois c'est mentionné. Une seule fois dans tout le Sefer Zohar, c'est mentionné une seule fois. Et c'est mentionné dans Parashat Vayechi, dans le Zohar. Là-bas, le Zohar, il ramène un fameux pasouk dans Michelet, qu'on cite tous les vendredis soirs. L'Otira, et en plus je le dis tous les soirs moi, parce qu'en Ashkenaz, en Sfarad, j'ai pas l'habitude. L'Otira, Veisor, Misholek, Kichol, Veisor, Lavushonim. En français, l'Otira, Beta, Mishaleg, Kichol, Veta, Lavush, Shanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la maison, c'est dans le Eshet Raïl, ouais. C'est un pasouk dans Eshet Raïl. Le pasouk veut dire la maison ne craindra pas la neige, littéralement,
car par les soins de la femme, la maison elle est recouverte de teinture, de couverture, etc. Ça veut dire, ça sous-entend que la femme, la mère de famille, la maman, eh bien elle s'occupe comme il faut de toute la maison jusqu'au point, à tel point qu'on ne craint même pas le froid. Et là-bas le Zohar, il ramène Chazal, qui sont Dorshim, qui apprennent de ce pasouk du mot Shanim, qui chol veta lavouche Shanim, car toute la maison est vêtue de Shanim, c'est-à-dire de tissu, de teinture. Shanim, altikre Shanim, et là, Shnaim. Shnaim, Shnaim. Ça veut dire que les mitzvot, certaines mitzvot vont par paire. Et c'est quoi? Les Chazal disent, dans la tfila, tfilin, tzitzit ou tfilin, et mezuzah et Chanouka. La mezuzah et la Chanoukia. Donc, là c'est plus un sous-entendu, c'est clairement dit par Chazal, rapporté dans le Zohar, que Kichol Vesol Avu Shonim, que toute la maison est recouverte de Shonim, c'est Shnaim, protégé par deux. Tzitzit ou Tfilin et Mezuzah Chanoukia. Donc il y a un lien clair entre la Mezuzah et la Chanoukia. Quel est le lien? D'accord, on ne met pas feu à sa Mezuzah, évidemment. Et on n'embrasse pas sa Chanoukia. Quoique, c'est mitzvah d'embrasser les mitzvot. Toutes les mitzvot. Quand on met les tefilines, on embrasse les tefilines. Quand on rentre dans la souka, on embrasse la souka. Pourquoi? Pour montrer de l'amour pour les mitzvot. On joint le cœur à l'action. Ou l'action au cœur. Donc, qu'est-ce que c'est Shnaim, Shnaim? Déjà, ça part de l'idée de... qu'on dit aussi régulièrement, Ratsa HaKadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, Lefichar Irba Lahem, Torah Mitzvot. HaKadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner l'occasion nous donner la chance d'avoir plein d'occasions de faire les mitzvot. Donc il a donné comme ça des paires, des mitzvot qui vont par paires. On a aussi à Havasoil en Beis Israël, dans le Havatolam justement, Amecho Israël Torah ou Mitzvot, Chukim ou Mishpatim, ça va par paire, Torah ou Mitzvot, Chukim ou Mishpatim. HaKadosh Baruch Hu, il veut nous entourer, il veut nous combler de mitzvot pour que justement, on en avait parlé dans un précédent cours, on a l'occasion de faire plein de mitzvot à tout moment. La 613 mitzvot, c'est une des choses qui nous différencient, une des grandes choses qui nous différencient des autres religions qui n'ont que très peu. Alors, chez les musulmans, il y en a pas mal. Chez les chrétiens, c'est quasi inexistant. Tout se passe dans le cœur. Nous, les mitzvot, il y en a du matin au soir dans chacune des occasions de la journée. Chacune des situations de la journée, il y a une mitzvah, il y a quelque chose. On ne fait rien au hasard. À chaque fois, je donne cet exemple. Même lasser ses chaussures, on ne les lasse pas comme n'importe qui. Il y a un ordre dans le lassage des chaussures. Il y a un ordre quand on se lave dans la douche. Il y a un ordre, tout. Il y a HaKadosh Baruch Hu, il intervient dans toutes les situations, même aux toilettes. Quand on est aux toilettes, on fait 5 mitzvot. Il y a plein de choses. Il ne faut surtout pas penser à la Torah. Par exemple, c'est une des mitzvot. Donc, la mitzvah de Mezuzah et la mitzvah de Chanouka, elles sont associées, elles sont liées. Qu'est-ce qui les lie? On va porter un passage du Rambam dans Ilchot Tfilin ou Mezuzah, justement, Perek Vav à la Chayut Gimel, si je ne me trompe pas. Là-bas, c'est écrit, je vous lis le texte. Chayav Adam le Isaer. Un homme doit faire attention, a l'obligation de faire attention be Mezuzah, dans la mitzvah de Mezuzah. Pourquoi? Mepne shehi chovat akol tamid. Elle est une obligation perpétuelle, constante, qui lui incombe à tout moment. On doit avoir constamment une Mezuzah dans sa maison. D'accord? Quand on emménage dans une maison, on a 30 jours. Au bout de 30 jours, on a 30 jours pour installer les Mezuzot. Au bout de 30 jours, ça s'appelle être un résident fixe. La question qui peut se poser quand on part en vacances, le gars il part en vacances 2 mois, il a dépassé 30 jours. Plus de 30 jours, tu es un résident fixe de la maison. D'accord? Vechozman. Et alors, est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi servait la mezouza? Ça protège. Ah voilà, ça protège. Ça c'est vrai. Mais c'est un peu ésotérique. C'est un peu... Mais c'est vrai, ça protège la maison. C'est vrai, ça protège la maison. Le schéma. Il y a le schéma dedans. Ouais, voilà. Mais ça doit jouer un rôle plus concret dans notre vie. On passe devant une mezouza, on la remarque, même pas la mezouza. Des fois on y pense, on l'embrasse. Et même quand on l'embrasse par réflexe, mais on pense à rien quand on voit une mezouza. Pourtant, on devrait penser à quelque chose. La mezouza, elle est censée jouer un rôle essentiel dans notre quotidien. C'est
la présence d'Hachem dans la maison. C'est vrai, tout à fait. Ça c'est vrai, constamment. Mais c'est vrai. C'est la présence d'Hachem dans la maison. Maintenant, je peux faire venir la présence d'Hachem en étudiant, en faisant une mitzvah. Chaque fois, je fais un kiddush Hachem. Kiddush Hachem, c'est sanctifier le nom divin. À cet endroit-là, il y a Hachem. Pas un lien avec le Beth Amikdash. Alors, c'est pas d'Afka avec le Beth Amikdash. Alors, je vous lis la suite du Rambam. Vechol zman, sheikanes veyetse. À chaque fois que l'homme rentre chez lui ou sort de chez lui, alors yifga beyichud Hachem. Il rencontre, il croise le nom d'Hachem, Shema Israël, le Yichud Hachem, l'unité d'Hachem. Hachem, il est un. Par définition, c'est le un absolu. Donc, Beyichud Hachem, Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, Veyiskor Ahavato. Et alors, il se souviendra de son amour, Veye Or Mishenato. Et il se réveillera de son sommeil, de sa torpeur. L'homme, il dort. Veshgi Yosov Bleavale Azman. Donc, qu'il s'éveille de son sommeil et de ses égarements, littéralement dans la vanité du temps. Il s'oublie dans le temps. La vanité du temps. Evel avolim, Kohelet. Le monde, il est vain, le quotidien est un peu vain. Il n'y a pas réellement de sens au monde, si ce n'est la Torah. Parce que tout est limité dans le temps. Donc quand je fais une action, finalement, cette action, elle s'oublie, elle se perd, elle sert à rien, l'action. La seule chose qui est éternelle, c'est la Torah. C'est les mitzvot. C'est la Avodat Hashem, plus généralement. Et donc, la mezouza, elle est censée être là pour me rappeler que là, il y a l'unité d'Hachem et que cet amour, cette présence d'Hachem, elle doit me réveiller de ma torpeur et elle doit me sortir de mon quotidien qui est lié à la vanité du monde. C'est ça la vraie raison de... C'est ce qu'il dit le Rambam, ouais. Ok, mais alors pourquoi on fait tout, pourquoi il écrit tout le schéma? C'est l'unité d'Hachem. Ouais, Ve'afta et Hachem Elokecha, Bechol Mavro, Bechol Nafshecha. Hein? Il fait admettre que le nom d'Hachem. On va dire le schéma, c'est l'introduction de la suite. Parce que Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, Chazak, et donc Ve'afta et Hachem Elokecha, Bechol Vavecha, Bechol Nafshecha. On te dit, c'est quoi alors l'unité d'Hachem? Et ensuite, il dit donc Veyeda, et alors il saura, She'en davar omed leolam ou loilme ou ilomim, il saura alors qu'il n'y a aucune chose qui se tient dans ce monde, et là, Yediat Tsur Haolam, si ce n'est la connaissance de son créateur, du créateur éternel, qui est Hachem, ou Miyad, et alors tout de suite, ou Roser les Dato veoler bedar ke mishorim. Et alors, tout de suite, il se réveillera et il retournera à sa conscience, à la conscience, littéralement, être conscient. On est dans le monde, être conscient du vrai monde. Et il retournera alors, Mesharim, dans les chemins des justes, dans le chemin de la droiture. Donc, la mezouza, elle est là pour nous réveiller, elle est là pour nous faire prendre conscience qu'on n'est pas dans justement un monde de vanité. On pourrait croire que... Je me rappelle, j'avais entendu un homme, c'est une figure, on va dire politique, en tout cas une figure publique, qui est estimable, personne estimable, qui a de la valeur, personne intelligente. Et un jour, cette personne-là, elle est plutôt âgée, cette personne, elle a dit, c'était quoi son but finalement dans la vie? C'est-à-dire, une fois qu'il aurait rempli sa mission, on va dire, il combat politiquement, mais une fois qu'il n'y aurait plus à combattre politiquement, son rêve, finalement, c'est de retourner dans sa région et d'élever des abeilles et de faire des ruches et du miel. Et bon, c'est méchant de le dire comme ça, mais ça m'a déçu de la personne finalement. Mais en fait, si je me mettais à sa place, c'est vrai, pour lui, il n'y a pas forcément d'Olam Haba. Donc il a un beau combat, c'est quelqu'un de droit, d'honnête. Prenez les pizzas, elles sont là-bas. C'est quelqu'un d'honnête, a priori, qui cherche à faire le bien dans le monde, à son petit niveau. Mais finalement, c'est vrai, c'est quoi son rêve en fait? Pour lui, ce serait quoi le but de la vie? Voilà, pour quelqu'un d'intelligent comme lui. Bah, finalement, ça se résume à pas grand-chose. Nous, Baruch Hashem, on a la Torah. Baruch Hashem, on a un but. On attend le Mashiach tous les jours. Le monde, il n'est pas juste pour être tel qu'il est. En attendant, nous, on remplit un maximum notre compte en banque, qui s'appelle le Olam Haba, avec des mitzvot. Et la mezouza, elle est là pour nous réveiller, pour nous rappeler qu'on n'est pas là, encore une fois, dans un monde
qui est rempli de vanité. Je comprends pas, ce que je comprends pas, c'est toutes les mitzvot, c'est comme ça. Il n'y a aucune mitzvot, tu dis, c'est-à-dire, parce que tu reconnais qu'il y a quelque chose, il y a une puissance au-dessus de toi qui reconnaît qu'il y a le Olam Abba, et c'est pour ça que tu fais une mitzvot. Toutes les mitzvot peuvent, si tu veux me rappeler ça, mais c'est pas leur but en soi. Par exemple, il y a des mitzvot où on dit Zecher Letziat Mitzrayim. Tu peux dire que tout est Zecher Letziat Mitzrayim, puisque finalement c'est à Zecher Letziat Mitzrayim, c'est à la sortie d'Égypte qu'on nous a donné la Torah. C'est pas tout. Après, tu as raison que chaque mitzvah peut nous rappeler la présence d'Hachem, mais le rôle de la mezouza, qui est mis à l'entrée de la maison, qui est mis à chaque pièce, c'est que pour à chaque fois que je rentre et que je sors de chez moi, je me rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu, particulièrement quand il y a cette entrée et quand il y a cette sortie de la maison. Maintenant, on retrouve un peu ce lachon autre part. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des chaises ou pas? Là, il y a les pizzas, vous faites mozzi et vous prenez des chaises. Ok? Mettez-vous pas trop loin, les gars. Un maximum proche. On retrouve un peu la même idée autre part dans le Rambam. Alors là, c'est dans l'Ilchot Tshuva, à propos du shofar. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il dit, le Rambam, à propos de mitzvah de shofar? Il dit Afalpi, Shitkiat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv. Bien que la mitzvah de shofar, elle nous vient de la Torah, pas une gzerat hakatuv, donc c'est une mitzvah deoraita, le shofar. Remez yeshbo, il y a aussi un remez. Alors a priori, il n'y a pas besoin de remez. A priori, attendez, mais. Donc, bien que ce soit une mitzvah deoraita, il y a un remez à la mitzvah. C'est-à-dire, Keilou, on pourrait comprendre sans la Torah que le shofar sert à quelque chose. C'est-à-dire, Keloïma. Là-bas, il dit, le passouk qui dit, Oru yesheini mishenatrem. Éveillez-vous. Vous qui dormez, réveillez-vous. Ikitsu metirdam trem, vechavsu bemaasechem, vechazru bitshuva, vezachu borechem. En fait, le shofar, il est là aussi pour nous réveiller. Le passouk qui dit, vous qui dormez, vous qui somnolez, vous qui êtes dans la torpeur, réveillez-vous, examinez vos actes et revenez à la tchouva et souvenez-vous de votre créateur. Très bien. Donc on retrouve un peu la même idée en fait entre le shofar et la mezouza. La mezouza, elle est là pour me rappeler qu'il y a Akash Bokhu qui est là et que je dois me réveiller de ma torpeur. Je suis pas dans un monde vain, mon quotidien il est pas inscrit dans la limite du temps. Ça c'est le mezouza. Et d'autre part on a aussi le shofar qui nous dit que quoi, il faut vous réveiller les gars. Vous dormez, réveillez-vous et le shofar il est là, il sonne, et il nous réveille à Rosh Hashanah, ouais. Maintenant entre nous on est d'accord qu'en fait ça n'a rien à voir finalement le shofar et le mezouza puisque le shofar il fait du bruit. La mezouza elle fait pas de bruit. Comment la mezouza est censée nous réveiller? Le shofar je veux bien, c'est une trompette dans la figure. Ok. Mais la mezouza c'est silencieux quoi. Du bruit spirituellement. Ouais mais on l'entend pas. On l'entend pas, c'est dur un peu d'être réveillé par la mezouza. On la voit. On la voit, mais c'est dur de la mettre au même niveau que le shofar qui lui fait un bruit. Et que quand on est à Rosh Hashanah, dans toute cette atmosphère de Rosh Hashanah, il y a comme ça le moment du shofar, on sait tous que c'est référence à Kedat Yitzhak, que ça embrouille le Satan, il y a plein de choses, et pas on sonne. Ça c'est vrai, c'est un signal. Comme en Israël, à Bnei Brak, il y a peut-être dans d'autres villes, là-bas, une heure avant Shabbat, ils mettent des messages à l'homme, et 10 minutes avant Shabbat, il y a une alarme, comme s'il y avait des bombes. Des vraies bombes, comme le mercredi, tous les mercredis du mois. Ok. Et donc, le shofar, ouais, le bruit sonore, ça réveille. Mais la mezouza, c'est plutôt silencieux. Alors, c'est comment elle joue son rôle, la mezouza? En fait, il faut comprendre que la mezouza, elle est là pour nous signifier quelque chose. Elle est là pour nous signifier que quand on sort, ou quand on rentre chez soi, on passe d'une situation à une autre. Plutôt, si je devais dire plus précisément, la mezouza, elle est là pour nous faire comprendre que passer du Reshut Harabim, c'est-à-dire du domaine public, au domaine privé, la maison, on est censé vivre un changement. Quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui a du mal à changer, quelqu'un qui veut changer n'importe quoi, une mauvaise habitude, déjà, il faut créer un changement. Il faut créer une action physique. Ça aide énormément. Rappelez, les Maram, il avait dit quelqu'un qui veut, je sais pas moi, en l'occurrence, il parlait sur les téléphones. Il a dit déjà, par exemple, ça a l'air d'avoir rien à voir, change toute la disposition de ta chambre. Ça crée une autre ambiance. Ça te met dans une nouvelle conception des choses. T'es là, t'es dans tes habitudes tous les jours. Déjà, fais un changement physique.
Ton lit il était là, ton bureau était là, inverse-les. Tu rentres dans la pièce, déjà il y a un changement. Ça peut t'aider à te rappeler. C'est nouveau, là, tu sens que tu es dans un nouveau départ. Des fois c'est dur de démarrer quelque chose de nouveau quand on n'a rien changé physiquement. Et bah, fais un changement physique. Par exemple. Et la mezouza, elle est là bédiouk pour ça. La mezouza, elle est là pour te dire, t'es passé d'un domaine à l'autre, t'es pas dans le même matzav, t'es pas dans la même situation. Tu dois pas être dans le même état d'esprit. Il y a le Reshut Harabim, domaine public, et il y a le Reshut Hayachid. C'est deux mondes différents. Tu dois pas être le même. Tu dois pas vivre la situation de la même façon. Et donc c'est ça qui dit le Rambam, Yehor Mishenato. T'étais dans le Reshut Harabim, t'étais pris dans on va dire dans la course publique, dans la course du monde. Tu rentres chez toi. Yehor Mishenato. Réveille-toi. Le quotidien il te prend. Tu vois pas le temps passer. Tu te réveilles, tu fais tac tac tac, et puis hop, et tu vas au lit, ah, j'ai pas fait ça, truc, et hop, le lendemain, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Yehor Mishenato. Prends le contrôle, réveille-toi. Là, t'es dehors, t'es dans le Reshut Harabim. Là, t'es dedans, t'es chez toi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et la mezouza, quand tu la croises, elle doit te dire, regarde, c'est pas le même monde. Tu dois changer d'état d'esprit, tu dois changer presque de personne. Tu vas pas être le même. C'est pas la même chose. Faut qu'ils comprennent, la personne, faut qu'elle comprenne que le Reshut Hayachid, c'est un cadeau très précieux. Pas simplement un cadeau. C'est quelque chose de très précieux. Un cadeau, mais c'est très précieux. Reshut Hayachid, on peut arriver à des choses qu'on peut pas atteindre dans le Reshut Harabim. Parce que dans le Reshut Harabim, il t'autorise pas n'importe quoi. Il t'autorise pas la quiétude, le calme. Il te permet pas de prendre du recul sur les choses. Le domaine public. Quand t'es dans la masse, quand t'es dans le métro, quand t'es au bureau, quand t'es dans la rue, tu peux pas mettre en place les mêmes choses que quand t'es dans le Reshut Hayachid, quand t'es chez toi à la maison tranquille. Vous connaissez tous, le passage dans Alanissim, qui chez Hamdam al-Chut Yavan Aracha, à la Mecha Israël et Ashkicham Toratecha. Lorsque le règne grec s'est élevé contre le peuple juif, pour les Ashkicham Toratecha, pour faire quoi? Pour leur faire oublier leur Torah. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Comment tu fais oublier la Torah? Tu peux pas imposer à quelqu'un d'oublier sa Torah. Ce que tu as appris, tu l'as appris. Les Ashkicham Toratecha, ils sont là pour te faire oublier la Torah. Vas-y, oublie ta Torah, toi. Ça va aller. Razak, je peux pas rentrer dans ton cerveau. On n'est pas des robots, je te retire pas une clé USB. Ouais. C'est-à-dire quoi les Ashkicham Toratecha? Comment tu fais oublier à quelqu'un sa Torah? L'étude de la Torah. Ah mais dans ta tête, tu peux réviser, voilà. C'est l'intérêt d'apprendre les choses par cœur. Hop, après, dans ta tête, tu l'as dans la tête. Faut l'avoir déjà. Même faut Vous savez, Rav Yitzhak Veil, d'Aix-les-Bains. Il y a un gadolador, il est aveugle, non-voyant. Ça n'a pas arrêté pour autant d'étudier. Tu fais pas oublier comme ça à quelqu'un sa Torah. Tu peux pas imposer à quelqu'un d'oublier sa Torah. Comment ça marche? Les Grecs, ils sont venus pour nous faire oublier la Torah. Peut-être que. Par ici. Pardon? C'est qui m'a parlé? Ils ont par ici finalement, parce Ils ont que pas- en cachette, ils le faisaient. Non, alors on a vu qu'ils ont mis des choses en place. T'as raison, on se cachait. Mais eux, c'était leur but. Donc ils ont mis en place quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont bloqué l'étude de la Torah. Ça, on va dire, c'est tu vas pas apprendre peut-être de nouvelles choses, mais tu peux continuer à étudier. Enfin si, donc si tu continues à étudier, tu apprends des nouvelles choses. Mais leur but, c'est de Faire oublier la Torah. faire oublier la Torah. Pas mais juste comment- que tu étudies pas, que tu Mais si- oublies ta Torah. si les enfants ils étudient pas la Torah elle se Il a termine. raison, il se cachait. Non, mais si les enfants ils étudient pas la Torah elle se termine. C'est comme ça qu'ils oublient. Oui, mais alors ils oublient pas, ils apprennent pas. Ils Bichlal. ont pas appris, mais Ils ont pas appris. ça veut dire que le clan d'Israël finalement il a un stop. D'accord, mais les Ashkiram Torah Tera, tu fais pas oublier à la personne. Toi, pour les adultes aussi, ils voulaient pas qu'il soit là en train. C'est quelqu'un qui étudiait, il était mis à mort. Donc déjà maintenant, t'étais un problème. Donc comment moi, quelqu'un qui est vivant face à moi, je lui fais oublier sa Torah? Mais sans la Torah écrite, il n'y aurait plus aucune Torah. C'est oublié de la vie. Sans Torah écrite, sans Torah orale. Parce que là, surtout on la peut- Torah orale. On peut l'écrire la Torah. On avait que l'oral, sans la Torah écrite de nos jours, on n'a plus la Torah. Oui, oui, mais Ça se transmettrait quand même, je comprends. il la transmettra en cachette, etc. C'est-à-dire, par quel moyen tu fais oublier? Voilà, toi tu connais de la Torah, comment moi je peux te faire oublier la Torah à toi? À toi. Pas à moi, mais dans plusieurs descendants. Déjà à toi, eux ils veulent faire oublier, ils se hamdou devant eux pour leur faire.
pour leur faire oublier. Comment... Peut-être c'est pas vraiment. Alors regardez. Regardez, écoutez bien. Et les gars au fond, s'il vous plaît. Je suis avec vous, vous êtes avec moi. S'il vous plaît. En fait, pour faire oublier la Torah, il faut créer un Essear Dat. Essear Dat, qu'est-ce que ça veut dire? Déconcentrer la personne. Il faut qu'elle arrête de se concentrer sur la chose. Qu'elle pense à autre chose. Quelqu'un qui pense à autre chose que la Torah, il peut oublier sa Torah. La Torah qu'il a appris, il peut l'oublier. Tu la remplaces par autre chose en fait. Je me rappelle, il y avait Rav Rottenberg, il m'avait dit à l'époque, il m'a dit le plus important quand tu étudies la Torah, c'est tellement vrai. Le plus important quand tu étudies la Torah, c'est quand tu as fait 1 heure de limoud avec ta chavruta, tu fermes ta Gemara, à quoi tu penses à ce moment-là? À quoi tu penses à ce moment-là? Quand tu as fermé ta Gemara, après le limoud, tant que tu étudies. Mais quand tu fermes ta Gemara, à quoi tu penses? Est-ce que tu es en mode la Sougia elle t'accompagne? C'est-à-dire que maintenant que vous avez étudié, ça te soulève des questions, et après tu te balades, ça te prend la tête. Et là tu es dedans, exactement. Ou bien non, quand tu fermes ta Gemara, je reprends mon quotidien normal. Je reprends la vie normale. Et en fait là, c'est-à-dire que la Torah elle t'accompagne pas. C'est la normale, le non normal, c'est l'étude de la Torah, et le normal, c'est ma vie. Non, je ferme ma Gemara, maintenant ça m'accompagne. Tout se joue quasiment à ce moment-là. Évidemment, il faut d'abord commencer par étudier. Mais quand tu fermes ta Gemara, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses à la Torah? Est-ce que tu penses à ce que tu viens de leur nez? Que tu te demandes qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te change? Et à quoi ça fait écho à quoi dans ta tête? Ou bien, maintenant je dois faire les courses, maintenant j'ai un RDV pour ci, pour ça. Voilà. Si vous pensez dans le métro un peu à ce que vous avez pu étudier, au cours qu'on a fait Motzei Shabbat, vous rentrez, tac, ça vous fait réfléchir. Vous allez voir vraiment, et quelques fois où ça m'est arrivé de le faire, vraiment ça te change ta vie. T'es dans le métro en fait, et t'es dans un autre monde. Tu vois tous les gens autour de toi, c'est les extraterrestres, et toi t'es dans un autre monde et c'est un pur bonheur. Tu sens que tu rentabilises ton temps. Donc en fait, les Yevanim, les Grecs, comment ils ont voulu faire oublier la Torah au Béné Israël? En créant un Essear Dat, en créant une déconcentration. Leur faire penser à autre chose. Et comment tu déconcentres les gens? Tu les fais vivre dans le Reshut Harabim. Les Grecs, le monde, c'est vraiment Reshut Harabim. Aujourd'hui, Kimat, ça n'existe pas le Reshut HaYachid. C'est très dur d'avoir un vrai Reshut HaYachid. Le monde de l'extérieur, il nous accompagne jusqu'à l'intérieur. Et ça, c'est une réussite grecque. L'extérieur prend énormément de place. Dans notre quotidien, dans notre vie, même à la maison, même au lit, on vit avec l'extérieur. On ne se coupe pas vraiment de l'extérieur quand on rentre chez soi. On est encore connecté à l'extérieur. Alors aujourd'hui, c'est encore plus avec les téléphones. Mais même à l'époque, ça pouvait être les journaux, ça pouvait être n'importe quoi, des choses qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas un frein quand tu ouvres ta porte de la maison. Il y a le chez toi, il y a les valeurs que tu as envie de chez toi, il y a ce que tu as envie de parler avec ta femme, avec tes enfants. Le monde extérieur rentre dans nos maisons. Et c'est Bédiouk ça qui a été le combat des Yevanim. De faire en sorte que le Reshut Harabim il soit partout. Parce que quand tu es dans le Reshut Harabim, tu peux pas construire personnellement, tu peux pas te centrer sur toi. Tu es tout le temps influencé par l'extérieur. Et l'influence extérieure, c'est l'influence grecque. C'était évidemment la chitzoniout, ça rejoint cette idée. Nous, c'est quoi la chitzoniout? C'est l'extériorité. Nous, on se concentre sur l'intérieur. On veut changer l'homme, on veut changer nos midotes. Les valeurs grecques, c'était beaucoup voilà, le culte du corps, etc. Tout ça, s'intéresser au quoi des choses, mais pas au pourquoi des choses. Pas s'intéresser au comment des choses. La Torah elle s'intéresse au comment, au pourquoi. Le quoi, c'est super, c'est deux molécules ensemble, quelle réaction? Ok, t'as expliqué le quoi. À la rigueur, un peu le pourquoi. Mais comment? Comment c'est fait? Pourquoi la molécule? Ok, tu m'as dit quand tu mets C6O6H12, c'est la molécule du glucose. Super. Donc quand tu mets deux molécules ensemble, l'oxygène avec le dioxygène, etc., tout ça, on crée du dioxyde de carbone. Super. Mais ok, donc tu m'as dit quoi? Quoi, c'est-à-dire? Ouais, comment? Hein? Et comment aussi, quoi. Enfin, alors ça dépend comment on explique le comment. Comment ça se fait que c'est comme ça? Voilà. Comment ça se fait que c'est comme ça? Comment ça se fait que le soleil est jaune? Alors toi tu vas m'expliquer avec des molécules. Et pourquoi ces molécules qui sont dedans, ça fait du jaune? Pourquoi? Ça explique le comment, ça explique pas les pourquoi. Comment ça se fait que c'est comme ça? Comment ça se fait que la molécule elle produit du jaune? Bah pourquoi du coup? La physique Hein? électrique. Le pourquoi, le comment?
Le pourquoi du comment. Mais bien sûr, et la Torah, elle remet tout en question. On s'arrête jamais. La Torah, elle explique tout. Bah, bien sûr. On est là pour comprendre. Je sais pas, puisqu'on peut dire pourquoi aussi. On est là pour comprendre. Mais quand tu étudies une Gemara, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Rabbi Yochanan, il dit telle chose. Resh Lakish, il dit autre chose. Donc là, tu as compris le quoi. Il faut comprendre le pourquoi. Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Tout s'explique. Tout. Afarba, Kulaba, tout s'explique. Maintenant, il y a des étapes. Chumash, Rashi, Mishnah, Gemara, Halacha. Et un jour peut-être Zohar, à 80 ans. Mais tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique puisque je vous ai dit 1000 fois. Istakel beoraita ou bara alma, Hachem il a observé la Torah, il a créé son monde. Donc tout le monde vient d'où? De la Torah, puisque la Torah c'est le plan. Donc si tu étudies bien le plan, tu comprends ton monde. C'est comme ça. Et tu comprends le pourquoi des choses. Je n'ai pas dit que c'est demain qu'on va comprendre. Mais premièrement, il faut se poser la question. Si on ne se pose pas la question, on n'avance pas. Le Rambam, il a beaucoup voyagé. Beaucoup voyagé. Chaque fois qu'il arrivait à Alexandrie, à Tolède, tous les endroits où il est passé, première chose qu'il faisait, il observait l'endroit où il était. La faune, la flore, le style vestimentaire, le style musical, la langue, le style architectural, tout. Et après, il ornait. Parce que tout ça, en fait, ça t'éveille des questions. Et toutes les réponses, elles se trouvent où? Elles se trouvent dans la Torah. Pourquoi l'arbre pousse comme ça? Pourquoi l'arbre il est vert? Pourquoi le tronc il est marron? Tout ça, je sais pas, des belles questions bêtes. Pourquoi Hachem il a fait un monde où la majorité de la couleur c'est vert et bleu? La majorité de la couleur dans la verdure, c'est vert. Il y a du marron, il y a un peu de marron, il n'y a pas tellement. Après il y a les fleurs évidemment, mais quand tu regardes la montagne c'est vert. Et l'eau c'est la réflexion du ciel, bleu, pouf. Pourquoi ces couleurs là? Par exemple, je sais pas. Hachem il n'aime pas les arcs-en-ciel visiblement. On dit qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les calculs de Hachem. On peut pas comprendre. C'est pas un calcul. Il y a des trucs qu'on C'est pas un calcul. comprendre le pourquoi. Hachem. Il y a des questions, tu as raison précisément que si tu te les poses, tu deviens fou. Enfin, tu deviens fou, c'est-à-dire t'arriveras pas. Donc les gens, bizarrement, ils s'intéressent qu'à ces questions. Pourquoi il y avait quoi avant le monde? Là-dessus, on t'a dit, ça sert à rien de te poser la question, ça rentrera pas dans ton cerveau. Le créateur de ton cerveau a dit, ça rentrera pas dans ton cerveau. Tu peux te la poser 1000 fois, hein, tu comprendras pas. Mais elle existe la réponse. Elle existe, mais pas sur Terre. comprendra Effectivement, en tant qu'humain, ça non. Après, on la comprendra, ça veut dire. dans le ciel. Évidemment, ouais, j'ai pas fait encore de tour là-haut, mais j'imagine. J'imagine. Moi aussi, je suis pressé, mais pas tout de suite. Mashiach, Bezrat Hashem. Pas bébé des voix. Là, pour l'instant, il faut engranger un maximum. Et plus on engrange, plus on comprendra là-haut. On pourra faire des chavrutot avec le Rashba, avec Rabbi Akiva, tout ça. Si on n'a pas l'orné du Rabbi Akiva Eger, le Rabbi Akiva Eger il va pas te parler. L'orne du Rabbi Akiva Eger, tu vas avoir des chavrutot de fou furieux, des shiurim. Il va te dire, tu peux pas rentrer dans le shiur du Meiri. Alors là, tu vas laisser tomber. Voilà. Rashi, il a dit, si je mets pas Etfilin de Rabbeinu Tam, là-haut, il va m'en vouloir. Il sait, il va le rencontrer, Rabbeinu Tam. On va parler ensemble. Et Rabbeinu Tam, il va dire à... Je dis Rashi, pardon. Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il a dit à la fin de sa vie, à 90 ans, il a commencé à mettre Rabbeinu Tam. Il a dit, parce que Rabbeinu Tam, il va m'en vouloir si j'ai pas lu. Il va me dire, pourquoi tu les as pas mis, mes Tfilin. Donc on va les rencontrer, les gars. Donc si on n'a rien à dire sur la Gemara, on a un contrôle de 180 jours arrivé là-haut. Hein. Va falloir avoir des choses à dire, les gars. En tout cas, Rishit Bara Elohim. Après 123 jours, t'as plus de voix. En tout cas, Rabbi Isai, les Yevanim ont voulu nous faire oublier la Torah en nous créant le Essay Ardat. D'accord? Vous savez, quand on est un chômeur, dans la Gemara, il y a plusieurs sortes de chomrim. Ça va, les gars? Il y a plusieurs sortes de chomrim, de gardiens. Il y a le chômeur gratuit, qui te garde les objets gratuitement. Le chômeur sachar, il y en a 4 chomrim, ouais. Chômeur chinam, chômeur sachar, socher et shoel, hazak. Bon, le point commun entre tous, c'est qu'ils doivent garder. Ils ont un devoir de garder. Le gars, il fait Essay Ardat. C'est quoi les serdat? Il oublie de garder. Bah c'est Xeile, c'est Xela. À ce moment-là, il vole. Je t'ai donné quelque chose, je t'ai donné mon téléphone à garder. Garde mon téléphone. Je l'ai posé sur la table. Et t'as eu 10 secondes d'inattention. T'as pas été chômeur. Je t'ai nommé chômeur. Alors Baruch Hashem, tu t'es pas fait voler. Mais t'as pas été chômeur à ce moment-là. C'est Bedi ou ça qu'ils ont voulu faire, les Yevanim avec la Torah et les Juifs. Que tu sois plus chômeur, que tu aies un Essay Ardat, que tu te déconcentres de la Torah. Comme ça, tu oublies la Torah. Au fur et à mesure, tu perds ta Torah. Parce que tu n'y penses plus. Ça fait plus partie de ta vie. Dans Michelet, on voit
Mikol Mishmar Netzor, Libera qui me mène Chaim. La chose qu'on doit garder le plus, c'est notre cœur. C'est-à-dire qu'on doit être conscient de ce qui se passe, nos émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et bizarrement, on est très souvent inconscient en vérité de ce qu'on ressent. On ne veut pas placer la tête, placer notre tête dans nos émotions. Ah putain, on est attiré par un truc, on regarde un truc, on était en train de réfléchir à un truc et là, hop, il y a quelqu'un qui passe et je pense à autre chose. Et je suis même pas conscient, je contrôle pas mes pensées. Mais tu dois garder, Michelet, la plus grande chose que tu dois garder, c'est ton cœur. La première chose, ça t'appartient, ton cœur. T'es en train de prévoir tes vacances, j'ai n'importe quoi. Puis t'es dans le métro et il y a une conversation d'un coup. Hop, tu t'es même pas rendu compte, tu penses plus à tes vacances. Quelle va remettre pour la Torah, les gars. On pense pas, on n'est pas gardien. On n'est pas gardien de ce qu'il y a dans notre tête. Et on doit être le gardien. Et quand on n'est pas gardien, on oublie. Ça s'en va. On n'est plus chômeur. Donc les Yévanim, les Grecs, ils nous ont placés dans cette situation où on va en arriver à oublier la Torah. Dans le Reshut Harabim. C'est écrit dans la Halacha, dans le Tour, dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam. C'est rapporté aussi dans la Gemara. Une phrase très intéressante. Nifsak la Halacha, dans la Halacha. Ein Adam koine rov chochmato ela balayla. Un homme n'acquiert la majorité de sa chorma, de sa connaissance, si ce n'est la nuit, que la nuit. La majorité des connaissances en Torah qu'on va pouvoir acquérir, connaissance, chorma, sa chorma, son intelligence, c'est la nuit. C'est comme ça dans la halakha. Ah, c'est bizarre, j'aurais dit exactement l'inverse. La nuit, c'est pas le moment du Beth Midrash. La nuit, c'est pas là où j'ai mes chavrutot. C'est pas là où je suis dans un Beth Midrash, où ça crie de la Torah, où ça s'ambiance, etc. La nuit, je suis seul. Bien justement. C'est ça qu'elle nous dit la halakha. Quand on dit rov, c'est pas la majorité de sa Torah, littéralement. C'est plus mechad et detfe. En araméen, ça veut dire qu'on va être plus précis sur nos connaissances. C'est-à-dire qu'au Beth Midrash, quand je suis en chavruta, je learn, je fais baba kama, shor shenagaret aparar, bavon nezikin, ce que vous voulez, et j'apprends, Bagmara. Je suis en discussion avec ma chavruta, Rachid, Tosot, boum, magnifique. Mais on n'arrive pas à la hamkout, on n'arrive pas aux profondeurs des choses. On crée le potentiel, on crée la base. Pour que le soir, arrivé chez soi la nuit, où là, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de téléphone, il n'y avait pas les téléphones, mais même, personne. Là, Rov Chochmato, c'est là où tu vas pouvoir être Mahamik, tu vas pouvoir approfondir ce que tu as étudié avec ta chavruta. Tu vas pouvoir mieux comprendre, tu vas pouvoir aller au bout des choses. C'est là que tu vas rédiger. C'est là que tu vas avoir des chidushim. La majorité, c'est la nuit. Mais pourquoi c'est la nuit? Parce que justement, il n'y a pas plus reshut hayachid que la nuit. Il n'y a pas plus domaine privé que la nuit. Il n'y a pas plus tranquille. Il n'y a pas plus yeshuv hadaat. Yeshuv hadaat, c'est tête reposée que la nuit. La nuit, le reshut hayachid, c'est là qu'on se retrouve. C'est là qu'on peut avoir contrôle sur notre cerveau. C'est là qu'on arrive à se détacher du Reshut Harabim. Quand par exemple on dit Av chez Bet Hillel dans Yebamot, la dit Av chez Bet Hillel, Rouba, Bet Shammai, Mechadedetfe. Bet Hillel c'était la majorité. Et sur terre, on est posé avec la halacha, on fixe la halacha comme Bet Hillel. La majorité des fois c'est comme Bet Hillel, on le sait. Mais Bet Shammai, Mechadedetfe. Bet Shammai ils étaient plus piquants. Ils étaient plus profonds. C'est pour ça qu'au Olam Haba, c'est comme Beth Shammai. Au Mashiach, ce sera comme Beth Shammai. Donc, quand on dit Rov Chochmato, encore une fois, c'est pas la majorité de sa connaissance. Parce que la nuit, c'est plus court. La journée, on engrange. Mais la nuit, on va pouvoir aller au bout des choses. Ça me rappelle, bon, chez Shiva, Givat Shaul, Rav Pashkes, une fois, il nous avait dit que hier soir, il a dit Mechila, aujourd'hui, je suis fatigué. Hier soir, j'ai préparé le Rambam. Donc, c'était sur la Souga, il y avait un Rambam. Et je suis allé me coucher et j'ai senti que c'était pas clair. Je me suis relevé, j'ai tout mis par écrit, j'ai refait bien la souga et là, paf, c'était limpide, c'était magnifique. Il a dit, je pouvais pas aller au lit sans clarifier les choses. Baruch Hashem, la nuit, il a eu la tête reposée, tranquille, il n'avait pas tout la yeshiva qui lui tombait dessus. Il a pu réécrire proprement son shiur et le lendemain, c'était clair. La nuit, c'est vrai, on atteint des sommets en fait. Celui qui a un peu expérimenté une Lel Shishi, par exemple, une nuit blanche de le fameux jeudi soir. C'est le tune. Il y a le chunt, pour ouvrir, ça c'est le plaisir matériel, et après t'attaques. Bien, moi j'aurais dit plutôt en fin de l'el chichi, c'est vrai, ça nous arrivait en fin de l'el chichi. Taper un peu de chunt.
Mais vraiment, la chichi, tu reprenais ta souga de la semaine, t'écrivais, tu t'écrivais. Bon, la nuit, c'est vraiment un moment où t'es tranquille. Aujourd'hui, donc, la mezouza, elle ne nous réveille pas. La mezouza, on passe devant, on la sent pas. On n'a même pas conscience de la mezouza. Personnellement, en tout cas, c'est vrai que quand je passe devant la mezouza, je me dis pas, hop, je rentre dans le Reshut Arabim, fais attention. Je rentre dans le Reshut Hayachid, profites-en, fais attention, ramène pas l'extérieur. Mais c'est censé être faire cet effet normalement. On est censé être conscient. Comme il a dit le Rambam, Yehor Mishenato, nous réveiller de notre torpeur. On est là, on court. Tu rentres chez toi, tu rentres dans un Reshut Hayachid. Calme les choses. Laisse pas l'extérieur venir chez toi. Alors du coup, j'ai pas parlé encore de la Hanoukia depuis tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais parlé de Hanouka quand même. J'ai parlé des Grecs quand même. On y arrive tout de suite. On dit qu'il y a eu un Nes à Hanouka. Dans la Nissim, on dit qu'il y a eu le Nes. Masarta Giborim Be'ad Chalashim. T'as transmis les faibles, les forts entre les mains des faibles. Qui étaient les faibles? C'était les Hashmonaïm. C'était pas nombreux. 5 enfants comme ça attaquaient des milliers de Grecs. Et ils ont gagné pourtant. C'est un Nes. Rabim Be'ad Me'atim. Donc les nombreux dans les mains des peu nombreux. C'est un Nes. Yehuda, il faisait des sauts, il tuait 1000 personnes d'un coup d'épée. Des trucs de fou furieux, des nissim incroyables. Ça, c'est un Nes. Maintenant, Temeim Be'ad Teorim. On dit dans la nissim, t'as transmis les tamés, les impurs, dans les mains des purs. En quoi c'est un Nes, ça? C'est pas un Nes. C'est pas contre nature. Les forts contre les faibles, c'est les faibles qui gagnent, j'entends. Les nombreux contre les moins nombreux gagnent, c'est un Nes, j'entends, c'est surnaturel. Mais un impur dans les mains d'impurs, c'est pas surnaturel. C'est pas fait influencer, ils sont pas fait influencer. Non, mais là, dans la guerre. C'est métamé de base, genre, non? La Torah, ça gagne pas, tu tapes moi, genre. La Tahara, ça gagne Genre pas. un truc qui est métamé, un truc Tahor, ça rend tamé, quoi. Non, mais je veux dire, là, si on parle. Dans la guerre. Si on parle dans la guerre. Ah, dans la guerre, dans le sens Ouais, dans la guerre, ouais. Là, on parle de la guerre, puisqu'on dit Giborim Be'ad Chalashim, Rabim Be'ad Me'atim, Zeidim Be'ad Oske Toirosecho, les Zeidim Be'ad Oske Toratecha. Ceux qui ont été bémézides, les Rechaim qui respectent pas la Torah, et ben, les Oske Toratecha, ils ont gagné. C'est pas surnaturel. Ils avaient pas le temps pour s'entraîner. C'était Non, elle a dit c'était quand même des militaires, les Hashmonaïm. Hein. C'est une salle de l'école, des potes. C'est-à-dire, cette notion-là, c'est pas un S en soi. Il y a toujours eu une armée en Israël, à l'époque, en tout cas du Beth Amikdash, etc. Vous comprenez, c'est pas un S, c'est pas un miracle. Ça n'a pas valeur de miracle, ça. Si je constate, ceux qui étudient la Torah, ils ont gagné. Mais c'est pas le même miracle que quand je dis que c'est les moins nombreux, c'est 10 personnes, ils étaient 10 contre 100, et c'est les 10 qui ont gagné. Ça, c'est un miracle. Non, et pourtant, eux, ils se sont pas préparés à la guerre, ils faisaient pas la muscu tous les jours. C'est ce qu'il a dit, mais si, c'était des militaires. Franchement, c'est des militaires. C'est une salle de l'époque. C'est des militaires. Ils se sont préparés, ils ont fait Ils sont tuer des préparés, après Midrashim, ils sont ouais. préparés combien de temps? Ouais, ils se sont vraiment préparés, ils ont rassemblé une petite armée et tout. Non, ils se sont entraînés et tout. Il y a les Midrashim qui parlent de tout ça. C'est pas un S. Rationnellement parlant, c'est pas un S. Pourquoi, dans la nature des choses, ça devrait être le tamé qui gagne sur le tahor? Autrement dit, si tu dis que c'est un S, c'est au-delà du naturel. C'est surnaturel qu'un tahor gagne un tamé. Pourquoi la nature voudrait que le tamé gagne le tahor? Que le zédim gagne le hosket Toratecha? Que le zédim gagne celui qui l'orne la Torah? Pourquoi c'est ça la nature et que le nes, c'est l'inverse? En fait, il faut expliquer autrement. Akadosh Baruch Hu, il a choisi une ma'ala. Une ma'ala, en français, une grandeur, une qualité, on va dire, c'est pas très bien traduit. Il a choisi sa qualité. Il y a deux qualités. Il y a la qualité du tamé et il y a la qualité du tahor. Qualité du mézid, qualité du osket Toratecha, celui qui l'orne la Torah.
En fait, justement, Hachem, il a lié les notions. Le Méat, ici chez nous, celui qui était peu nombreux, celui qui était Khalash, celui qui était Méat, c'est le même qui était Oske Torah Terra. C'est le même qui étudie la Torah. C'est la même personne. Ouais, c'est Ibn Israël. Ibn Israël, c'était les moins nombreux. Ces mêmes personnes qui étaient Méat, c'est ceux qui étudient la Torah. En fait, ici, on ne parle pas du tout de Nes. Dans aucun des cas. Giborim Biad Khalashim, Rabim Biad Meatim, tout ça, c'est pas des Nissim. C'est une Ma'ala. En fait, Hachem est en train de te dire, il y a une Ma'ala à être Méat. Il y a une grandeur à être peu nombreux. À faire partie du peu nombreux. Il y a une Ma'ala plus haute que de faire partie des nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire? On le voit dans Dvarim, il y a écrit Lomir Bechem Mikol Amim, Cheshek Hachem Bachem. Hachem, il t'a pas aimé, justement, quand dans Dvarim, là-bas, on dit qu'Hachem, il a aimé le clan d'Israël, mais il t'a pas aimé parce que tu faisais partie des plus nombreux. Justement parce que le passouk, juste après, il dit qui a Mehat, Mehamim. Tu fais partie des moins nombreux dans les peuples. Le peuple Israël, c'est, voilà, on est quoi dans le monde? On est 0,01. On est rien du tout. Ah, t'as investi sur le mauvais cheval, mon pote. On est rien du tout. Si on devait miser sur une armée, c'est pas la nôtre. On est les moins nombreux. Justement. Alors attends, la Torah elle est en train de nous apprendre à compter. Alors c'est les moins nombreux qui m'intéressent. C'est quoi les moins, ça veut dire quoi les moins nombreux? Le Méat. En fait, si on devait faire un lien, on peut faire un lien sur tout ce qu'on a dit. On retrouve aussi cette idée avec Abraham, avec Moïse et Aaron et David. Akash Bokhu il dit à Abraham, Natati Gdoula, Lachem. Et Abraham il répond, Ani Afar va faire. Je vous ai donné la grandeur. Abraham tout de suite il répond, je ne suis que poussière. Pareil à Moshe et Aaron. Et ils disent Anachnouma. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Et pareil David. Ani Tolaad ve. Fait quoi? Ani Tolaad ve Loïch. Tolaad ve Shani, non? Tolaad ve Rima. Rima ve Tolaad. Je suis de la vermine, je suis rien. On voit tout de suite le réflexe de se rapetissir. Je vous ai donné la grandeur. Non, on est kloum. Anachnouma, on est quoi? On est rien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la nava ici, c'est de la modestie. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire partie du clan des Méat? Faire partie du clan des peu nombreux. Akash Bokhu, il est en train de te dire que moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est pas la multitude. C'est pas l'ostentatoire, le visible, le social, le mondial. La mondialisation, le mondial. Tout le monde est connecté à tout le monde. On fait partie de la rue, on fait partie du monde, on fait partie de la réalité. Non, pas du tout. Le Rabim, c'est par définition l'inverse de ce que recherche Hachem. On a dit, mais Chadédé de fait, Bet Shammai, ils sont ils sont plus piquants, plus précis, plus profonds. Tu peux pas être quelqu'un de profond, tu peux pas trouver la profondeur, tu peux pas te trouver toi en tant que personne dans la multitude. Si tu fais partie des grands troupeaux, alors t'es perdu dans la masse. T'es influencé par la masse, t'es kloum. T'es un dans le monde. T'es un de plus. Si tu fais partie du Méhat, si tu fais partie de l'unité du très peu dans le monde, ça veut dire qu'en vérité... Une expression. Alors je savais que vous alliez dire ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vrai, il y a ça aussi, Mistama. Mais c'est plus la conséquence de ça. Il se trouve que le Méhat, du coup, il se trouve alors qu'il sera précieux. Mais pourquoi? Parce que le Méhat, il peut être profond. Le Méhat, il peut se retrouver lui-même. Le Méhat, il peut créer. Il peut être lui. Il peut rechercher la profondeur. C'est la même idée que la nuit. La nuit, connaît Adam, en Adam connaît Rov Chochmato et la Balaïla. Reshut Ayarid. Tout ça, la mezouza, elle est censée te rappeler ça, justement pour ça. Tu dois faire partie du Méhat. Le Rabbim, le public, tu dois le laisser. Tu dois être un Méhat. Tu dois être un unique. Mais pourquoi unique? Pas pour être précieux, pour être unique comme le diamant. Il se trouve que du coup, tu seras un diamant. Mais c'est surtout pour pouvoir être quelqu'un de profond. Pour pouvoir être Yehor Mishenato, te réveiller de ta torpeur, te réveiller de la course du monde. Pour conclure, on voit que Aaron à Cohen, à la Hanouka Tabaïd, justement, à la Hanouka Tamishkan, pardon, il a été très triste. Pourquoi il était triste?
Parce qu'il n'a pas participé à la Chanukah Mishkan, bizarrement, le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol, il n'a pas participé à l'inauguration. Il était triste. On a amené des corbanotes et tout, lui non. Alors que ça allait être le patron du Mishkan. Ouais, Kohen Gadol, premier Kohen Gadol. Pas participé à l'inauguration du Mishkan. C'est chez WAM et je fais pas partie. C'est pas chez lui, c'est chez Hachem, mais il en est le gérant, si on veut. Mon café il est froid. Ça veut dire que j'ai parlé longtemps, c'est ça que je veux dire. En fait, Hachem il lui répond quoi? Il dit Chayecha, t'inquiète pas, je te jure que Shelcha Gdola Mishelachem. Ce que toi tu vas avoir sera plus grand que le mérite qu'ils ont eu. Pourquoi? Parce que eux, c'est qu'aujourd'hui, la Chanukah Mishkan, ça a été un jour. Enfin, Shmona Yemei Milouim, 8 jours. Mais ça se finit dans le temps. Chanukah Mishkan, on fait pas la fête toute la vie. Au bout d'un moment, on a fait l'inauguration, super, c'est fini. Aval, toi, Aaron Cohen, ce sera pour l'éternité ce que je vais te donner. Et c'est quoi que je vais te donner? C'est parce que toi, ce sera toi qui auras le mérite d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, de nettoyer, de préparer la menorah et de l'allumer. Ce sera toi. Et la menorah, on l'a plus aujourd'hui. Ah si, on a la Hanoukia. La Hanoukia, c'est la menorah. Ça veut dire que la Gdusha, la sainteté du Mishkan, suivez-moi bien, la sainteté du Mishkan, elle n'est pas liée à un endroit. Pourquoi? Vous savez, le Beth Amikdash. Attention, je vais vous perdre. Le Beth Amikdash, c'est un endroit. Tout le monde va prier au Kotel. Pourquoi? Parce que la Gdusha, elle s'est centralisée là-bas. La sainteté, elle s'est centralisée là-bas, ouais. Mais le Mishkan, c'était pas ça. Le Mishkan, ça se déplaçait. Donc tu peux pas dire c'était un endroit, puisque dans le désert, pendant 40 ans, ils ont voyagé partout. Ouais. Donc Hachem, il a permis au Mishkan d'avoir une sainteté éternelle qui dépend pas de l'endroit. Et il a dit, tu vas voir, ta mitzvah de Menorah, hein, elle sera dans les foyers pour tous les jours, pour toute la vie, pour l'éternité. Encore aujourd'hui, en 2025, on allume encore la Menorah. Chaque foyer, chaque maison juive, elle allume encore la Hanoukia. On a encore à la maison la Gdusha du Mishkan. Ça n'a rien à voir, la menorah et la... Rien à voir. C'est pas pour représenter la menorah qu'on allume la Hanoukia. Attends, le NES il s'est fait sur quoi? Oui, mais c'était pas pour ça. Mais la menorah, Le NES il s'est fait sur quoi? Sur la menorah. Ouais. Mais c'est la menorah. Ça représente la menorah. Donc nous aujourd'hui on allume la menorah. On a mis menorah pour à cause du mari de la La Hanoukia représente la menorah. c'est pas la même. La Hanoukia que j'allume c'est la menorah. D'ailleurs il y a plein de gens qui disent pas Hanoukia, qui disent menorah. C'est vrai ça. Bien sûr. Hanoukia, ça a été On a eu 8 bougies, on a 8 bougies parce qu'il y a eu 8 jours de Nissim et que sur la menorah il y avait 7 bougies, d'accord? Mais ce que j'allume, la Hanoukia, ça représente la menorah. Donc la menorah c'est la Hanoukia tu peux l'appeler menorah sans problème. Il y a des gens qui appellent leur Hanoukia menorah. Tu allumes la menorah. Hanoukia c'est un terme très moderne. Hanoukia c'est un terme moderne. Enfin, qu'on emploie comme ça quotidiennement. Il est employé dans la Gemara, mais qu'on l'emploie comme ça vulgairement, c'est moderne. Donc, notre mitzvah là, d'allumer tous les jours, d'allumer à la maison, c'est justement le cadeau qu'a fait à Aaron à Cohen, que cette mitzvah là, lui il l'aura, et que c'est une mitzvah qui sera éternelle. Donc, on a, au moment de Hanouka, maintenant je vais vous faire le lien entre la mezouza et la Hanouka. On a la chance d'avoir chaque année la mitzvah de Hanouka, où on allume la Hanouka. Le Mishkan, il était là pour représenter la présence de Dieu dans le camp du clan Israël. Il y avait 3 camps, Machane Shrina, donc c'était le camp des Kohanim Léviim, deuxième camp d'autres Machane Lévia, les Léviim, pardon, et troisième camp, Machane Israël. Donc il était coupé en 3 étapes, 3 camps comme ça, et le Mishkan donc, il permettait d'avoir au milieu la présence de Dieu qui les accompagnait dans le désert. Ouais. Cette même présence de Dieu que la menorah représente, qu'on allume à Hanouka, elle est là pour la même chose. Là pour nous rappeler finalement ce moment au Beth Amikdash, donc parmi tous les Nissim, ça nous rappelle le Mishkan. C'est le même Gdusha qui est censé nous rappeler que le monde, il n'est pas juste monde. Il y avait un endroit ultra kadosh, c'était le Mishkan. Dans le monde entier où il y avait Amalek et l'Égypte, etc., il y avait un peuple qui résistait encore et toujours à l'envahisseur, qui a été les Gaulois. Eh ben non, les Juifs. Avec le Mishkan au milieu qui représentait cette éternité, ce Olam Haba, ce Dieu, Akadosh Baruch Hu.
En vérité, aujourd'hui, malheureusement, la mezouza, elle joue quasiment plus son rôle, puisqu'on la remarque pas. Alors, une fois par an, on a la Hanoukia, qui est censée nous rappeler cette époque des Grecs, où on a voulu nous créer un essai ardat, on a voulu nous créer un oubli, on a voulu nous déconcentrer, on a voulu nous détourner. On a voulu détourner tout le clan d'Israël. Il y avait un objectif, un but. C'est les Hagdil Toirov et à dire de faire grandir la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement l'inverse. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cours de l'année dernière. Mais finalement, c'est là où il y a eu les Marloktot qui sont nés, avec Yochanan. Yochanan ben Yoézer et Yochanan. Ah, j'ai oublié. Purée. Les deux Yochanan, là, dans la Pirkei Avot, là. Yochanan Ishtereda et Yochanan ben Yoézer. Chazak, merci. Et bien les deux, c'est la première marloquette de l'histoire de l'humanité. Premier désaccord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'obscurité. Donc la Torah, elle s'oubliait. Donc forcément, il y a des désaccords. Non, il a dit ça mon Rav. Non, il n'a pas dit ça le Rav. Mais en fait, grâce à ces marloquettes là, regardez les bibliothèques, allez dans des Beth Midrashot, regardez la Torah comment elle a, poum poum poum, ça a explosé dans tous les sens. Et donc Hanouka, c'est bidiouk l'inverse. Hanouka, on nous a voulu nous foutre dans le Réchout, pardon l'expression, dans le Réchout Arabim, et nous, on doit se battre avec la Hanoukia. On veut être dans le Réchout Ayachid. Comprenez que si, justement, on profite pas de ce moment. On ne profite pas de la Hanoukia pour mettre un stop au Réchout Arabim, pour mettre un stop à ce ével à volume de cette course effrénée. On n'a jamais l'occasion de sortir la tête du guidon. On est là, on est dans notre quotidien, on fonce, on pense plus à rien. On n'est pas maître de nos pensées. Comme il a rapporté dans le Michelet, la première chose auquel la première chose sur laquelle je suis gardien, c'est mon cœur. À quoi je pense, où je vais, qui je suis. Mais comment tu veux penser? C'est vrai, dans la rue, dans la multitude, dans le social, tu peux pas penser. Et aujourd'hui, la mezouza et le Réchout Arabim, ils rentrent chez nous, dont la mezouza, elle joue pas bien son rôle. Alors Hachem, il a donné la menorah. Et c'est ça ce qu'il a dit à Aaron Cohen, t'inquiète pas. Pour l'éternité, on donnera au clan d'Israël la chance de se réveiller. Yehor Mishenato. Et c'est pour ça que dans le Zohar, on a fait le lien entre mezouza et Hanouka. Shnaim. Hanouka et mezouza. Ça va ensemble, c'est le même rôle. La mezouza, elle joue pas bien son rôle à cause de nous. Alors on a mis la Hanoukia, où là pendant 8 jours, on éclaire la maison, pendant la nuit. La nuit, où c'est le moment où on doit se réveiller. On a l'occasion de se couper du monde quand on rentre chez soi. Je vous en supplie. Laissez le dehors, laissez les déchets dehors. Quand vous êtes chez vous, profitez de vous ressourcer. Et beaucoup de parents, beaucoup de pédagogues pensent que, en tout cas pour les petites classes, c'est pas bien, par exemple, c'est une petite digression, mais c'est pas bien de donner des devoirs aux enfants à la maison. Je parle pour le primaire. Au moins. À la maison, l'enfant, quand vous verrez Bezrat Hashem, vous aurez des enfants, l'enfant il revient du GAN, il revient du CP1, etc. Il a toute l'angoisse, entre guillemets, parce qu'à cet âge-là, c'est dur d'être tous les jours cadré, la morale cadre, etc. C'est normal. Mais à la maison, il faut les laisser s'exprimer, il faut les laisser se retrouver, il faut les laisser se ressourcer. Ça ne doit pas être l'école à la maison. L'école, c'est l'école, la maison, c'est la maison. Alors quand on grandit, il y a des devoirs, il y a des examens, il y a le bac, etc. J'entends. Mais je ne vous parle pas donc de l'école même. Ça, vous êtes assez grand pour gérer ça. Mais le métro, mais la rue, mais les réseaux, mais tout ça, vous n'avez pas l'occasion. On n'a pas l'occasion d'être seul un moment. En Adam connaît Chormato ela balayla. C'est intéressant. Encore une fois, c'est pas le moment du Beth Midrash, c'est pas le moment de la Chavruta, et pourtant c'est là qu'il a le pouvoir, il a l'occasion d'approfondir le mieux possible sa souga. Bah oui, parce que la nuit il est seul, la nuit il est tranquille. Il faut trouver cette quiétude et Hanouka est là pour réveiller ça. La menorah qui représente le Mishkan, que Aaron Cohen il avait l'occasion d'allumer tous les jours. La Hanoukia, l'endroit où il y avait la résidence fixe d'Akadosh Baruch Hu, on l'a à Hanouka une fois par an pendant 8 jours à la maison. Donc, la Hanouka qu'on fait, et c'était ça ma question de départ, l'inauguration qu'on fait à Hanouka, c'est quoi? En 2 mots, c'est l'inauguration du Réchout Hayachid. On inaugure enfin notre domaine privé. À Hanouka, on doit inaugurer notre domaine privé. On doit retrouver notre domaine privé. Lâcher le Réchout Arabim. Le public, c'est pour le public, c'est dehors. Quand tu es dans le Réchout Arabim, Malasot, c'est dehors. Quand tu rentres chez toi, tu bloques. C'est le moment où tu peux te poser. Learn. Tu peux pas learner tranquille dehors. Tu es chez toi, t'appelles un copain, tu fais rabota le soir une demi-heure. C'est quoi? Ça tue quelqu'un, ça? Ça sauve? Ça sauve. Ça réveille, c'est un moment de bonheur.
Au début, c'est dur. Au bout d'une semaine, ça devient déjà plus facile. Au bout de 2 semaines, ça devient presque une habitude. Au bout d'un mois, ça y est, c'est fini. C'est dans le programme de la journée. C'est rien. Et on laisse passer le temps et on court. On se rend même pas compte. On dit, ah, mais j'y arrive pas, mais j'avance pas, mais je truc. Combien de fois je me suis posé la question, il y a des rabbanim qui sont hyper cultivés. Hyper cultivés. Je dis, mais comment il est autant cultivé dans la Torah que dans le Chol? Hyper cultivé en philo, Nietzsche et tout. Papa, j'adore. Ça m'impressionne. Pourquoi? Comment il a fait? Je dis, mais en fait, là, par exemple, au moment où je me pose cette question, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je perds mon temps. Ben vas-y, je sais pas, l'heure avance. Comment il a fini le chasse 18 fois? Le chat Agatari, il a fini 1000 fois le chasse. Comment il a fait? Pendant que tu te posais la question, il était en train de leurner. Ah, mais moi, j'ai pas le temps, le truc. Vas-y, une demi-heure tous les jours. Je vais vous répéter encore comment j'ai fini le Chelek Aleph. Je donne toujours le même exemple, que je suis tranquille. Chelek Aleph du Shaboura, comment je l'ai fini? Vous le savez maintenant? Hein? Les arrêts de bus. Non. Une demi-heure tous les jours, le matin. En 3 mois, c'était réglé. Par exemple, vous voulez finir une Masechet tous les jours, avancez un hamoud, avancez une demi-heure. L'heure née, profitez du Reshut HaYachid Hanouka, il arrive, inaugurez votre domaine privé. Donnez-vous l'occasion de ne pas être des soumis au Reshut HaRabim. On n'est pas soumis, c'est à nous de décider. La mezouza, elle était censée nous réveiller. On n'y arrive pas, on n'y pense pas, on devrait essayer. Mais quand on rentre à la maison, tu vois la mezouza, tu dis ok, là je rentre dans mon domaine privé. Là je laisse le quotidien, la course dehors. Ok, on n'y arrive pas. Hanouka, c'est maintenant. On inaugure Hanouka, Tareshut HaYachid. On a un beau devoir Torah à faire maintenant pour Hanouka. On inaugure quoi? Hanouka, notre Reshut HaYachid, Rabotai. Ok? Et du coup, c'est la même chose que la menorah, que la... Pardon? Et du coup, la Hanouka, elle sert à la même chose que la... C'est un zéret de la menorah. Enfin, il y a Quand plusieurs. tu vas en Vijon, on insiste. Ah ouais. Dans les jours, on insiste. On est d'accord, c'est un aspect de la Hanouka. Hein. Ouais, bien sûr. Un aspect. Il y a les 8 jours, il y a le truc. L'année dernière, on n'a pas du tout parlé de ça, par exemple. Donc, bien sûr. mais bien sûr, Hanouka, c'est la Hanouka du Reshut HaYachid. C'est enfin, on va trouver notre domaine privé. On va le créer, si c'est pas déjà fait. Ok, Rabotai, Shavua Tov ou Mazal Tov, et à la semaine prochaine.